Bonjour, donc nous allons voir ici un petit exemple de la technologie dans le cadre du cours de microéconomie. Donc ici, on imagine une fonction à la Cobb-Douglas, mais avec des rendements d'échelle décroissants. Ok, on imagine une fonction de production à deux inputs qui ressemblerait à ceci. F de x1, x2 est égal à x1 exposant 1 demi, l'input 1, la quantité d'input 1 exposant 1 demi, x2, la quantité d'input 2 exposant 1 tiers, d'accord? On sait donc ici, vu que la somme des exposants est inférieure à 1, qu'on a affaire à des rendements d'échelle qui sont décroissants, d'accord? Ici, donc, on impose que le prix de l'input 1 est égal à 3 et le prix de l'input 2 est égal à 2, par exemple. Et si l'on cherche à retrouver l'équation d'une isocante, tout d'abord, donc ici on va s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser à l'équation d'une isocante, aussi d'une droite d'isodépense. On va aussi s'intéresser ensuite à la résolution. Donc on va trouver les quantités de facteurs permettant de minimiser le coût pour tout niveau de production possible. Et on va aussi voir le lien, l'analogie qui peut être fait avec la maximisation du profit. Ok. Solution optimisante, on va dire. Autant de la maximisation du profit que de la minimisation des dépenses. Et ensuite, finalement, on va s'intéresser à tout ce qui est fonction de coût total, moyen et marginal. D'accord ? Voilà. Donc, nous partons de ce cadre-là, avec ces informations-ci, et nous allons, du coup, trouver tout d'abord l'équation de notre isocante et de l'isodépense. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une isocante ? Une isocante qui est associée à un niveau de production défini, un Y bar, ok ? Et en fait, l'ensemble des combinaisons d'input qui permettent de réaliser en fait de produire ce niveau d'input, d'accord ? C'est l'ensemble finalement c'est l'ensemble x1, x2 ici, ok, mais ça pourrait être x2, x3, etc. jusqu'à xn, qui appartient à l'ensemble des réels positifs, tel que finalement notre fonction de production soit égale, on va l'appeler ici à y bar, le niveau défini de production. D'accord ? C'est ça une droite d'isocante. En fait, c'est très très similaire à une courbe d'indifférence telle que nous l'avions vu dans le problème du consommateur, dans le sens où ici, là, ce qui est différent, en fait, c'est que ce ne sont plus du coup tous les paniers qui permettent d'atteindre un niveau défini d'utilité, mais c'est l'ensemble des combinaisons d'input, donc on pourrait voir ça comme des paniers d'une certaine manière. L'ensemble des combinaisons d'input qui sont associées à un niveau d'output Y bar précis, d'accord ? Donc c'est très similaire. Ça aura généralement une forme, surtout dans ce cas-là, qui ressemble un petit peu. Okay, on aurait ici, donc sur un plan x1, x2, notre isocante qui ressemblerait par exemple à ceci, d'accord ? Et elle serait liée à un y, à un niveau de production précis, d'output précis. Voilà, donc si on veut en trouver l'équation générale de notre isocante, vous vous souvenez comment on fait ça pour une courbe d'indifférence ? C'est exactement le même raisonnement dans le cadre finalement du producteur. Donc nous avons simplement ce niveau défini d'y qui est lié du coup à la fonction de production qui comprend différentes combinaisons possibles. Donc ici, dans ce cas-là, nous aurions y chapeau qui est égal à x1 exposant 1 tiers fois x2, exposant 1 demi fois x2 exposant 1 tiers. Ouais. Et donc simplement, pour pouvoir exprimer l'équation directement sur ce plan,
nous passons simplement x2 nous plaçons simplement x2 à gauche, nous obtenons exposant 3, donc y exposant 3, divisé en x1 exposant 3 demi. Alors, ok, c'est ça l'équation de notre isocante pour un y bar donné. Ouais. Voilà, et donc typiquement, quelle est la pente de notre isocante? La pente, donc par exemple ici, imaginons que l'on décide de diminuer la production, de diminuer la quantité d'output 1 de 1. Okay, ici, on diminue de 1. Alors, nous devons augmenter la quantité d'output de l'output 2 de A unités pour obtenir le même niveau de production. D'accord? Vous serez d'accord avec ça? Donc, ici, simplement, donc, ce passage, c'est ce qu'on appelle, ce ratio 1 sur A, c'est ce qu'on appelle le taux marginal de substitution technique, ok, qui nous intéresse sous sa forme, en valeur absolue. Donc, c'est égal simplement à la quantité de la variation de x2, donc ici c'était A, ok, et ici la variation de x1, donc la variation en x2 divisée par la variation en x1, d'accord, en valeur absolue, qui est égale, dans l'exemple qu'on a cité, du coup à A sur moins 1, qui est égal à A, d'accord. C'est le taux marginal de substitution technique, c'est la quantité d'output que vous devez, la quantité de l'output 2 que vous devez augmenter dans ce cadre-ci, que vous devez mettre pour compenser la diminution en fait de la quantité d'input 1. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça en fait que représente le taux marginal de substitution technique, et c'est ça en fait que votre isocante va vous donner en fait. C'est l'information en un sens qu'elle vous donne. C'est très analogue finalement au taux marginal de substitution que nous avions vu dans le cadre du problème du consommateur. Ok ? Si on passe maintenant à notre droite d'isodépense. Alors la droite d'isodépense, elle est similaire en fait à la contrainte budgétaire en un sens. Elle vient de cette expression-là, x1 fois w1 plus x2 fois w2 est égal à un niveau de dépense, d. D'accord ? Donc simplement, si on veut l'exprimer sur un plan x1, x2, c'est x2 qui est égal à d divisé en w2 moins w1 sur w2 fois x1. Ok ? Ça ressemblerait du coup à ceci. Et donc la pente serait de moins W1 sur W2, typiquement dans le cadre de ce qu'on a défini ici. Ouais. Nous aurions une équation qui ressemble à ça. x2 qui est égal à d divisé en 2, moins 3 demi fois x1. Donc ici la pente est de moins 3 demi. D'accord ? Voilà. Et quand nous mettons les deux ensemble, donc, nous avions ici l'isocante. Si nous mettons du coup les deux ensemble sur un même plan, okay, nous avons une situation finalement assez similaire à ce que nous avions vu avec le consommateur, avec ici la droite d'isodépense, et là, notre isocante, ok. Et donc en fait ici dans ce cas de figure là où nous avons une isocante et qui a cette forme-ci, nous savons que la solution de minimisation des coûts, ok, parce que la minimisation des coûts, c'est en un sens prendre la droite d'isodépense, choisir, atteindre la droite d'isodépense associée à un niveau de dépense le plus petit, pour un niveau de production donné.
Eh bien, en fait, cette solution, elle est trouvée au moment où la pente de notre droite d'isodépendance, à savoir moins 3,5, finalement le ratio des prix des inputs, est égal à la pente en ce point de notre isocante qui, en fait, correspond au taux marginal de substitution technique. D'accord ? Voilà, donc on sait que dans un pareil cas, le taux marginal de substitution technique est égal au ratio du prix des inputs. D'accord ? Voilà, donc on peut rapidement le prouver, si vous voulez. Si on minimise les coûts, x1 W1 plus x2 W2, sous la contrainte qu'on doit atteindre un niveau donné de production, eh bien, si nous prenons le Lagrangien de ce problème, x1 W1 plus x2 W2 plus alpha fois le niveau donné de production moins la fonction de production, nous prenons les conditions de premier ordre. La dérivée du Lagrangien par rapport à x1 est donc égale à W1 moins lambda fois f', la dérivée par rapport à x1. On sait que ceci est égal à 0. La dérivée, si on est à un maximum, on suppose que les conditions sont telles que... si on est à un minimum, on suppose qu'ici les conditions sont telles qu'on est bel et bien un minimum. Que la fonction de production est telle que nous atteignons bien un minimum. Et ici, du coup, la condition de second ordre associée à notre... la dérivée pardon, du Lagrangien par rapport à x2 est égale à donc 2 moins lambda fois f' par rapport à x2. D'accord, la dérivée par rapport à x2. Si on fait le ratio de ces deux expressions ici, nous obtenons bel et bien que f' par rapport à x1 divisé en f' par rapport à x2 est égal à W1 sur W2. Finalement, le taux marginal de substitution technique est égal au ratio des prix des inputs. OK ? Voilà. Donc, maintenant, nous allons solver du coup cet exercice en utilisant cette formule, que nous venons de trouver. Et en solvant du coup cet exercice, je me permets de tout noircir. Ici simplement, si on veut solver donc pour notre fonction de production, donc on sait que cette fonction de production, elle ressemble à ceci. Si l'on veut solver cela, donc nous utilisons la formule, le taux marginal de substitution technique est égal au ratio du prix des inputs. D'accord ? Donc simplement f' par rapport à x1 divisé en f' par rapport à x2 est égal à W1 sur W2. Donc nous remplaçons cela, la dérivée de notre fonction de production ici par rapport à x1, c'est 1/2 fois x1 exposant moins 1/2 fois x2 exposant 1/3. Ouais. La dérivée par rapport à x2, c'est 1/3 fois x1 exposant 1/2 fois x2 exposant moins 2/3. C'est égal au ratio des prix. On se souvient qu'on avait posé que W1 était égal à 3 et W2 était égal à 2. Donc ici, 3/2. Ouais. Donc simplement, si on regarde ça, on voit que le W1 ici va passer en dessous, donc nous aurons x1. Le x2 ici va passer au-dessus, ça nous donnera x2. Donc nous obtenons finalement que 3/2 fois x2 divisé en x1 est égal à 3/2. OK ? Donc ceci, ça s'annule et nous obtenons que x1 est égal à x2 dans la solution. D'accord ? À l'optimum, en remplaçant du coup avec de tels prix. D'accord ?
En remplaçant dans la fonction de production, nous savons que le niveau de production est forcément égal, en pareil cas, à x1 exposant 1 demi fois x2 exposant 1 tiers. Ça veut forcément dire donc que ce niveau de production donné est égal à x1 exposant 1 demi fois x1 exposant 1 tiers, vu que les deux sont égaux dans ce cas-ci. Ouais. Et donc, ça signifie simplement que y est égal donc à fois 3, donc 3 sixièmes, plus fois 2, 2 sixièmes. Y bar est égal à x1 exposant 5 sixièmes. Ok ? Si et seulement si, en fait, x1, qui est égal à x2, est égal à y exposant 6 cinquièmes. Voilà la solution du problème de minimisation. Pour le niveau de production donné, un niveau de production donné y bar, donc exposant 6 cinquièmes, nous donnera les quantités d'input optimales, en fait, qui minimisent les dépenses pour ce niveau de production. En fait, on peut montrer que finalement, cette minimisation du profit, vu qu'elle est, intuitivement, elle est une condition nécessaire à la maximisation du profit, on peut montrer en fait que les deux approches sont liées l'une à l'autre. Donc ici, si l'on commence à maximiser le profit, donc si on maximise le profit, du coup, on maximise en choisissant les quantités d'input x1 et x2. On suppose qu'on est en concurrence parfaite. Donc, vous savez que le profit, c'est le prix fois les quantités moins du coup les coûts OE1 x1 moins OE2 x2. Moins le coût total. Donc, finalement, cela revient à maximiser le prix fois x1 exposant 1 demi fois x2 exposant 1 tiers moins x1 fois OE1 moins x2 fois OE2. On peut prendre alors les conditions de premier ordre liées à ce problème. La dérivée du profit d'abord par rapport à x1, c'est égal à 1 demi fois le prix fois x1 exposant moins 1 demi fois x2 exposant 1 tiers, moins du coup OE1, c'est égal à 0, on le sait, si on est à un maximum. La dérivée du profit par rapport à x2 est égale du coup à 1 tiers fois le prix fois x1 exposant 1 demi fois x2 exposant moins 2 tiers, moins du coup OE2 qui est égal à 0. Et aux surprises, du coup, si l'on passe le OE1 et le OE2 à droite et qu'ensuite nous faisons le ratio de ces deux équations, nous remarquons que nous obtenons 3 demi fois x2 divisé en x1 qui est égal en fait à OE1 divisé en OE2. Et ça, en fait, c'est exactement la même chose que ce que nous avions trouvé avec la minimisation. D'accord ? Nous avions trouvé effectivement, c'était ici, voilà, que 3 demi fois x2 divisé en x1 était égal à OE1 sur OE2. D'accord ? Donc en fait, les deux sont équivalents parce qu'en fait, la minimisation des coûts, d'une certaine manière, est une condition à la maximisation du profit. D'accord ? Pour autant que ce y bar soit le niveau de profit maximisant, soit le niveau de production maximisant le profit, en fait, la minimisation des coûts donnera exactement les quantités d'input. Si on reprend un petit peu le graphique initial, nous montrions la minimisation
euh, la minimisation des dépenses, ok. D'une certaine manière, enfin, le problème devient, disons que, et qu'on imagine que cette isoquante rouge là est associée au niveau de production qui maximise le profit. En fait, d'une certaine manière, vous pouvez voir le problème dans ces deux sens-là. D'une part, vous cherchez à atteindre, je sais pas, c'est pas vraiment très correct d'écrire cette flèche, mais d'une part, vous cherchez à atteindre cette droite rouge qui cherche qui maximise vos profits. Et en fait, cette droite rouge, elle maximise vos profits sous la condition, évidemment, que vous avez minimisé vos dépenses, ok, que vous atteigniez finalement ce point-là, d'accord. Et donc, c'est finalement la maximisation du profit et la minimisation des dépenses sont deux problèmes qui devraient donner, pour autant que nous considérons le niveau de production qui maximise le profit, étant donné ses dépenses, étant donné finalement la technologie, d'accord, nous devrions atteindre du coup les mêmes résultats. Ouais. Donc ici, vous voyez qu'il y a clairement un lien entre la minimisation des dépenses et la maximisation du profit. Voilà, donc avant de se quitter, nous allons vite nous intéresser un moment à tout ce qui est fonction de coût, en fait. Ici, si nous voulons avoir les fonctions de coût total, nous pouvons directement les calculer, la déterminer en utilisant la formule. Donc le coût total, il est ici, hein. C'est W1 x1 plus W2 x2. C'est finalement la somme des inputs fois leur prix, fois le vecteur de leur prix. Vecteur input fois vecteur des prix. Et donc, on remplace simplement la solution que nous avons trouvée pour x1, x2, qui est ici, dans la fonction, donc W1 fois y chapeau y exposant 6 cinquièmes, plus W2 fois y exposant 6 cinquièmes, d'accord. Donc nous savons finalement que cette fonction de profit, de coût total, elle est égale du coup à 3 plus 2, donc 5 fois y exposant 6 cinquièmes. D'accord. C'est notre fonction de coût total. Et ensuite, nous pouvons alors avoir le coût moyen. Le coût moyen, c'est simplement le coût total divisé en y, d'accord. C'est logique, c'est le coût total sur toutes les quantités, vous les divisez par la quantité que vous produisez, vous obtenez votre coût moyen, ok, votre coût par unité, par moyen. Et donc, ce coût moyen, qui est fonction de y aussi, il est simplement égal à 5y exposant 6 cinquièmes divisé en y. Ok. Donc, cela vous donnera finalement 5 fois y exposant 1 cinquième. Ouais. On pourrait aussi être intéressé par la fonction de coût marginal. Alors la fonction de coût marginal, alors ici nous allons donc, le coût marginal, c'est le coût pour la production associé à la production d'une unité supplémentaire. Donc on fait une approximation linéaire en prenant la dérivée du coût total par rapport à y, d'accord. Et nous obtenons, ce faisant, donc en dérivant ceci par y, 5 fois 6 cinquièmes fois y 6 cinquièmes moins 5 cinquièmes, donc 1 cinquième, ok. Nous obtenons en fait 6 fois y exposant 1 cinquième, c'est notre fonction de coût marginal. Voilà, donc juste une petite astuce. Donc vous savez qu'on peut déterminer les rendements. Je vais peut-être le faire. Je sais que ça devient un petit peu lourd, mais nous pouvons déterminer les rendements associés à une fonction de production. Les rendements d'échelle, hein. Donc simplement, si on multiplie les facteurs de la fonction de production par lambda, selon si ceci est plus grand, égal ou plus petit à lambda fois la fonction avec les inputs
initiaux, nous déterminons que les rendements peuvent être tour à tour croissants, si c'est plus grand, constant, oui, donc c'est IRS, pardon, et ici, du coup croissant, ou décroissant, d'accord? On peut faire exactement la même analogie avec la fonction de coût. La fonction de coût total, elle nous permet aussi en fait de trouver si les rendements sont croissants, constants ou décroissants. Pour cela, simplement, la différence, c'est qu'ici, on travaille directement avec l'input. Donc ici on a un seul l'output, ici on a un seul output, ok? C'est Y, mais on pourrait imaginer une fonction de production à plusieurs outputs. Alors vous auriez Y1, Y2 et vous devriez les multiplier par lambda les deux. Ici on n'en a qu'un, on a Y, donc on multiplie ce Y par lambda, et selon que ce soit plus grand, égal ou plus petit à la fonction de coût total pour le Y initial, donc ici évidemment lambda est plus grand est plus grand que 1 ici, ok? Si on multiplie si on multiplie du coup les facteurs par ceci, par ce lambda supérieur à 1 et qu'on obtient quelque chose, un coût total qui est supérieur, donc on multiplie le niveau de production par lambda et on obtient quelque chose qui est supérieur à lambda fois le coût de production. Ça signifie en fait que nous avons des rendements qui sont décroissants, d'accord? Plus on produit une quantité importante, on produit une quantité plus importante et nos coûts augmentent plus que proportionnellement à cette quantité nouvelle que nous produisons, d'accord? Clairement, on est en présence de rendements décroissants. Okay, c'est de moins en moins intéressant au fur et à mesure de produire davantage d'unités. Si c'est une égalité, du coup, vous êtes dans le cas des rendements constants. Et si c'est plus petit, on est dans le cas alors des rendements croissants. Ok? Voilà, donc c'est tout pour ce petit exemple associé donc à cette introduction à la technologie, la théorie du producteur, dans le cadre du coup du TP de microéconomie. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite un bon courage pour vos révisions.